Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens. Alors pendant ces semaines qui nous séparent de l'élection présidentielle, nous recevrons successivement tous les candidats à l'Élysée. Marine Le Pen ayant cette fois-ci, elle est déjà venue face aux chrétiens, ayant décliné cette invitation, je suis heureux d'accueillir celui qui sera aujourd'hui son porte-parole, Vallerand de Saint-Just. Vous êtes avocat, conseiller régional de Picardie et vice-président du Front National. Maître, bonjour. Bonjour monsieur et merci de m'avoir invité. Avec vous pour vous interroger, avec moi, des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité, Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix, bonjour. Louis Defresne pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors pour cette émission spéciale présidentielle, nous vous demanderons quelle politique Marine Le Pen entend mener si elle est élue, puis aussi quelle est la vision de la société qu'elle développe. Je voudrais commencer par, bien entendu, cette référence à l'actualité. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons pas le dénouement de l'affaire de Toulouse, mais c'est à cette occasion que Marine Le Pen a de nouveau évoqué son projet de rétablissement de la peine de mort. Alors on sait concrètement qu'elle voudrait pour cela demander l'avis d'un référendum pour savoir si les Français optent pour le rétablissement de la peine de mort ou pour celui de l'instauration d'une peine de perpétuité réelle. Alors je voulais vous demander, Vallerand de Saint-Just, on sait que concrètement, tous les pays européens à peu près, à l'exception de la dictature en Biélorussie, ont abandonné la peine de mort. Alors veut-elle aussi, sur ce sujet-là, que la France sorte de l'Europe? Je m'explique, c'est-à-dire qu'elle sorte du Conseil de l'Europe, puisque on sait bien que le Conseil de l'Europe interdit le recours à la peine de mort dans l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Monsieur Saint-Just. C'est un problème très délicat et cette affaire de la peine de mort. Moi, je suis avocat, j'ai vécu l'abolition de la peine de mort, d'ailleurs en 81, j'avais 30 ans, au moment de l'élection de Mitterrand. Personnellement, j'ai toujours été favorable à l'existence de la peine de mort, dans une échelle des peines, premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais vu d'obstacle moral à l'existence et à l'application de la peine de mort. Je n'aborde pas le problème de fond, on sait qu'il est complexe. Je parlais du problème de la faisabilité de la proposition de Marine Le Pen, en supposant que les Français adoptent par référendum. Je vais vous répondre alors brièvement. En supposant que les Français adoptent par référendum, comment peut-elle concrètement rétablir la peine de mort en France? Devant l'exigence de la situation, monsieur, et notamment par exemple de l'exigence de la situation que nous connaissons à l'heure actuelle, que ce soit sur ce plan-là ou sur le plan économique, s'il faut renégocier ou dénoncer des traités, il faudra le faire et Marine Le Pen le fera. Voilà, c'est simple. Romain Masneau pour RCF. Alors venons-en, si vous le voulez bien, au programme économique. Marine Le Pen prône un retour à la retraite à 60 ans après 40 années de cotisation. Comment comptez-vous financer ce retour en arrière? Alors, Marine Le Pen a intégré cette vision sur les retraites dans son programme économique général. Et il est évident que ça sera financé par le retour de la croissance et par le retour de l'emploi. Quand on prend le programme de Marine Le Pen, c'est comme ça qu'elle prévoit véritablement de financer les surplus de coûts et de financement qu'induirait cette mesure sur les retraites. Ça nécessite absolument le retour à la croissance et le retour, non pas au plein emploi, mais en tout cas une baisse drastique du chômage. Et il n'y a pas de mesure de Marine Le Pen, par exemple concernant les retraites, il faut les mettre dans le contexte général de son programme économique. Je ne dirais pas de son programme macroéconomique, mais presque. Laurent de Boissieu pour La Croix. Oui, vous êtes membre du Front National depuis longtemps. Vous ne faites pas partie de ceux qui sont arrivés avec la vague de Marine Le Pen. Sur plan fiscal, Marine Le Pen défend l'inverse que défendait son père, Jean-Marie Le Pen. Elle veut plus de progressivité et une tranche supérieure à 46%. Lui voulait moins de progressivité et une tranche bien inférieure. Comment peut-on défendre comme ça, être dans le même parti et défendre l'inverse que vous défendiez à la dernière présidentielle? Écoutez, par exemple sur le plan fiscal, il faut coller au terrain. Et il faut s'adapter aux situations. Jean-Marie Le Pen est d'accord avec le programme de Marine Le Pen et le programme fiscal de Marine Le Pen a été mis au point compte tenu de la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est en même temps un programme fiscal
qui dégage les ressources nécessaires, mais encore une fois, sur le plan de son programme économique général, elle n'augmente pas la masse fiscale générale. C'est un programme fiscal donc, qui tient compte de cela, de dégager les ressources fiscales nécessaires, et c'est un programme fiscal aussi qui nécessite et qui va dans le sens d'une plus grande justice et d'une plus grande égalité fiscale. Ce qui n'était pas le cas du programme précédent. Oui, non, oui, je suis d'accord. D'abord, c'est un programme beaucoup plus élaboré. Mais par exemple, vous voyez, programme nouveau, sur le plan fiscal d'ailleurs, hein, les rémunérations des patrons. Monsieur Gosse à Renault touche 9 millions d'euros par an. Hein, c'est pas par mois, c'est 9 millions d'euros par an. C'est extraordinaire. Utilisons ce terme extraordinaire. La mesure de Marine Le Pen, c'est de dire, à contrario de ce que dit François Hollande, qui lui, c'est très difficile à intégrer, au-dessus d'1 million d'euros, les entreprises ne pourront plus déduire ces rémunérations. Et elles devront donc se les payer directement. Ça ne sera plus le contribuable, en plus, qui participera à ces rémunérations considérables. Alors, Romain Masneau, RCF. Alors, sur le plan économique toujours et européen, Marine Le Pen prône, on le sait depuis longtemps, une sortie de l'euro. Comment comptez-vous y parvenir de manière unilatérale? Est-ce que vous reconnaissez que la monnaie unique a permis tout de même de réduire le taux des emprunts et de limiter le coût des importations en France? Je ne le pense pas du tout. Je crois justement que... nous pensons que l'Europe telle qu'elle existe à l'heure actuelle, cette Europe-là et l'existence de l'euro sont un échec sur le plan économique, financier et social flagrant. En tout cas pour la France. En tout cas pour la France. Bon, nous sommes devant deux trous à l'heure actuelle. Deux trous considérables, le trou de la dette et le trou de la croissance. Pendant très longtemps, ceux qui nous ont gouvernés ont cru que la dette qu'ils formaient eux-mêmes, 500 milliards d'euros pendant le quinquennat de M. Sarkozy, on allait pouvoir le boucher, le trou, ou en tout cas le boucher partiellement par la croissance. Or maintenant, il y a la dette qui est énorme, énorme, et il n'y a plus de croissance. Comment faire pour ne pas, en plus, utiliser la casse sociale comme en Grèce? Il faut mettre en point un programme complet et drastique. Et Marine Le Pen a dit, pour retrouver la croissance impérative devant cette dette et devant ce déficit des finances de l'État, pour retrouver la croissance et pour retrouver l'emploi et limiter le chômage, il faut premièrement, et ça c'est sa thèse, c'est notre thèse, c'est sa thèse à elle, retrouver une souveraineté nationale en ce qui concerne notre monnaie, l'utilisation de l'instrument de la monnaie, retrouver une souveraineté nationale et pratiquer un patriotisme économique. C'est un programme qui tranche, qui clive, comme on dit à l'heure actuelle, qui est complet, qui est étudié et élaboré, et nous aurions voulu que dans le cadre de cette campagne électorale présidentielle, programme économique, financier et social, d'un côté, et contre les autres programmes, et qu'on se mesure les uns les autres entre candidats sur ce point-là. Ça passe par une sortie de l'Union européenne, ou alors vous allez convaincre tous vos partenaires, l'Allemagne, etc. Nous tenterons de convaincre tous nos partenaires. Marine Le Pen prône une sortie programmée de l'euro. Alors, à l'heure actuelle, M. Draghi, nouveau patron de la BCE, a mis sur le marché financier européen 1 000 milliards d'euros supplémentaires. Et il l'a fait en appuyant sur un bouton. C'est de la planche à billets. C'est tout à fait inflationniste. C'est la création de 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, d'ailleurs, à l'échelle européenne. Mais il l'a fait. Ça a eu pour effet une détente sur les marchés, notamment sur les marchés financiers et sur les taux des emprunts. C'est certain. On parle moins, à l'heure actuelle, de cette crise extraordinairement grave. Et pourtant, elle existe toujours. La Grèce, ça n'est pas fini. L'Espagne et le Portugal pointeront leurs doigts, pointeront leur nez, leur situation. Et s'il le faut en France, Marine Le Pen utilisera au profit des Français, les mesures qu'il faudra en concertation avec nos partenaires ou de façon unilatérale. Alors Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, pardonnez-moi, mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas, un peu pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Laurent de Boissieu. On a connu effectivement un Front National plutôt libéral du point de vue fiscal, réganien en tout cas, et maintenant, il semblerait que ce soit beaucoup plus étatiste. Alors, comment conciliez-vous quand même deux visions qui sont censées normalement s'opposer et opposer la droite et la gauche? Monsieur, ce que les circonstances ont changé,
Les circonstances, les grandes circonstances ont changé. Les circonstances économiques, financières et surtout sociales ont changé. Et puis nous avons eu affaire à des gouvernements successifs, et notamment à celui de M. Sarkozy, qui ont cassé, par exemple, on peut le dire, le service public à la française, et qui ont déjà anticipé les ordres de Bruxelles, comme on les voit en application en Grèce, et qui sont en train de détricoter le tissu social et le tissu public français, alors que nous avons cette crise terrible. Et nous devons donc mettre au point des solutions qui nous permettent de nous en sortir. Et quand Marine Le Pen, par exemple, a mis au point dans son programme, parce que ça, c'est très significatif de ce que vous me dites, mais de cet état stratège dans la réindustrialisation de la France, par exemple, on lui dit, mais vous allez revenir au plan du général de Gaulle. Et quelquefois, on lui dit, mais c'est le Gosplan soviétique. On laisse tomber ces critiques. Et pourquoi pas la politique de planification du général de Gaulle? Oui, il est très possible que nous devions y revenir. Nous n'avons jamais eu, sur ces points-là, de guerre idéologique. Il n'y a pas tellement d'idéologie. Il y a une adaptation aux réalités du terrain et aux réalités de l'époque. Et s'il faut planifier à nouveau, nous le ferons. Et je crois qu'il faut que nous le refassions. Mais les 75% proposés par François Hollande, en soi, symboliquement, c'est une mesure qui vous convient. Vous dites c'est normal, les plus riches doivent payer à tout prix, d'une certaine façon, même à un taux élevé. C'est justice pour les Français ou ça contredit un positionnement antérieur et que vous êtes gêné un petit peu aux entournures devant cette proposition? Non, nous ne sommes pas du tout gênés. Ce sont des mesures, si vous voulez, je ne dirais pas pratiques, mais bon, François Hollande, en dehors d'une vision globale de la fiscalité, il a proposé ça. Vous voyez d'ailleurs leur technique, c'est une fois tous les 2 jours, le matin à 8h, il faut proposer une mesure pour que ça frappe l'opinion et que les médias, pendant 2 jours... Sur la mesure en soi, vous Non, nous ne sommes pas favorables à cette mesure parce que nous ne voulons pas en plus... je vous l'ai dit, dans le cadre de son programme, elle reste à fiscalité égale. La masse des revenus fiscaux n'augmentera pas avec Marine Le Pen. Et nous ne voulons pas, par principe, je parle par principe, taxer obligatoirement tous ceux qui gagnent de l'argent en ayant travaillé, en ayant créé. Je dirais même que ce soit les chanteurs, les footballeurs ou les grands chefs d'entreprise. Mais il y a un moment où on dira, je pense que la mesure est nettement meilleure, celle que propose Marine Le Pen, c'est-à-dire, par exemple, au-dessus d'1 million d'euros, vous ne pourrez plus déduire, vous, entreprise, vous ne pourrez plus déduire fiscalement. Alors, sur cette première partie, une dernière et courte question de Laurent de Boissieu pour la Croix. Sur la fiscalité, toujours les droits de succession. Je ne sais pas, on n'a pas trop entendu Marine Le Pen là-dessus. Est-ce que vous voulez rétablir une progressivité forte et les droits de succession comme ils étaient avant que Nicolas Sarkozy les baisse pour quasiment 95% des Français? Ou est-ce que vous considérez normal que les droits de succession soient quasiment abolis? Quasiment abolis. Ou ne sont pas tout à fait abolis. Il y a à peine 5% des Français qui... Oui, mais dans son programme, Marine Le Pen ne touche pas aux droits de succession tel qu'il existe à l'heure actuelle, pour des raisons techniques bien précises, et aussi dans l'idée que le patrimoine d'une famille, d'un père de famille, d'une mère de famille, des parents, il se transmet aux enfants, non pas seulement pour des raisons fiscales ou économiques, mais aussi pour des raisons psychologiques et même spirituelles. Je ne veux pas aller trop loin, mais il y avait dans le Figaro Magazine un interview de Monseigneur Raï, le nouveau patriarche des Maronites au Liban, et il avait des paroles extraordinaires sur le fait que l'on ne doit jamais vendre ses biens de famille. C'est un problème très difficile au Moyen-Orient. Bon, il parlait ce soir. Mais c'était très beau. Et je crois que nous avons cette vision aussi, pas spirituelle, mais enfin de la politique et puis des mesures politiques, et notamment sur les transmissions de succession. Alors, nous allons poursuivre cette émission Face aux chrétiens. Nous avons naturellement d'autres questions, notamment sur les questions de société. Le temps d'une respiration. Notre invité aujourd'hui est Valorant de Saint-Just, porte-parole de la candidate Marine Le Pen. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de la Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Alors pour démarrer sur ces questions de société, vous imaginez que ça ne passe pas inaperçu que le thème de l'immigration figure bien sûr en bonne place dans les idées, les propositions de Marine Le Pen, notamment celle de réduire de 200 000, de passer de 200 000 à 10 000 le nombre d'immigrés entrant chaque année en France. Alors,
Si on détaille cette proposition, on sait que cela signifie d'abord supprimer le regroupement familial, supprimer en quelque sorte, parce qu'il ne restera plus grand-chose, les demandes de droit d'asile. Et si on ajoute, côté travail, la préférence nationale pour le travail qui permet également d'évacuer les étrangers, mais aussi la suppression de l'aide médicale d'État, donc la suppression des soins médicaux, on a envie de dire que vous signifiez ainsi clairement par là que les étrangers ne seraient plus les bienvenus en France, qu'ils soient légaux ou clandestins. Alors, ma question est la suivante, parce que j'ai regardé des affiches du Front National depuis 1984. Ce thème de l'immigration figure toujours en première place dans toutes les campagnes électorales du Front National. Oui. Alors, je voulais savoir pourquoi ce thème de l'immigration est en tête, qu'il y ait crise ou qu'il n'y ait pas crise. Et parce que, monsieur, la question de la politique de l'immigration dans un pays est toujours une question très importante. Tous les pays ont une politique de l'immigration plus ou moins élaborée, plus ou moins dure selon les circonstances. Premièrement, je me permets de relever ce que vous avez dit, les étrangers ne sont pas les bienvenus. C'est pas comme ça que les choses se passent. Mais quand on voit la liste... Non mais d'accord, mais c'est pas une question de bienvenue ou de pas bienvenue. Parce que je vais vous dire, enfin je veux pas être trop long non plus, on pourrait être très long, parce que tordre le cou en plus à certains canards. Mais pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'avoir comme cela une politique d'immigration extrêmement restrictive et donc peut-être, comme vous le dites, de dire à un nombre important d'étrangers, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est parce qu'à cause de la politique antérieure qui a été menée, de la politique totalement laxiste qui a été menée sur le plan de l'immigration, la politique de Nicolas Sarkozy, celle des gouvernements antérieurs, nous sommes maintenant obligés d'appliquer des politiques très restrictives. Et pourquoi aussi est-ce qu'on est obligé d'agir ainsi? C'est parce que, et on le voit dans cette affaire dramatique de Toulouse, parce que depuis maintenant, je dirais les années 80-85, je pourrais être beaucoup plus précis. Quel est le lien entre un terroriste et les immigrés qui veulent venir s'installer en France et éventuellement y travailler? Mais écoutez, monsieur, il est tout à fait possible de faire le lien politiquement parlant et techniquement parlant entre d'une part l'immigration et la délinquance et d'autre part l'immigration et certaines formes du terrorisme. Il n'y a pas de problème. Je pense que les soldats français qui sont aussi certains d'origine immigrée qui ont été tués apprécieront votre remarque. Mais il n'y a pas certains d'origine immigrée, je crois qu'ils étaient tous de nationalité française. Oui, c'est vous qui faites l'annexation il y a 5 secondes entre les... Oui, non, mais d'accord, mais c'est tout à fait possible. Techniquement parlant, moi j'ai tout document ici pour faire, qui ne viennent pas de moi, qui viennent d'organismes officiels pour faire le lien entre immigration et délinquance, et entre immigration et terrorisme, ce lien me paraît absolument évident, sans que l'on ait à stigmatiser l'intégralité des immigrés, ou en l'espèce aujourd'hui, Marine Le Pen l'a dit parfaitement hier sur iTélé, l'intégralité des musulmans. Mais par pitié que l'on puisse une fois, surtout dans les circonstances que nous connaissons à l'heure actuelle, avec des problèmes extraordinairement graves et en pleine campagne présidentielle, parler de ces problèmes de façon politique, de façon normale, et sans être accusé immédiatement d'être anti-immigré par principe, d'être raciste, d'être anti-musulman, etc., etc. Ce sont des problèmes politiques avec un grand P, et nous devons pouvoir nous exprimer librement. Question sur l'immigration clandestine. De nombreux gouvernements successifs ont eu la volonté également de renvoyer ceux qui sont de manière illégale sur le territoire. Qu'est-ce qui fait que vous pourrez faire ce que n'ont pas réussi à faire jusqu'à les gouvernements précédents? Selon la CIMAD, monsieur Boissieu, 28 000 étrangers en situation illégale ont été régularisés en 2010 par le gouvernement de M. Sarkozy, un chiffre jamais révélé par les autorités. C'est un chiffre constant, le chiffre des régularisations, qui n'a guère évolué ces dernières années. D'accord, mais moi j'ai une dépêche de l'AFP là devant les yeux qui pointe spécialement ça, et ça serait une révélation de l'association CIMAD, qui est une association proche des protestants, qu'on connaît très bien. Concrètement, qu'est-ce que Marine Le Pen ferait au pouvoir? Eh bien, elle montrerait sa volonté politique de faire en sorte que les étrangers, les clandestins, ne puissent pas d'abord rentrer sur notre sol, et que deuxièmement, quand ils y arrivent, ils ne puissent pas espérer quoi que ce soit sur le plan des aides sociales, notamment du gouvernement français, et qu'ils soient à peu près persuadés d'être très rapidement renvoyés chez eux. Alors, encore une fois, vous allez me dire, mais monsieur Tinjus, ce sont des mesures sur le plan humain extraordinairement pénibles, et vous pouvez pas... Ben si.
nous pouvons, nous le ferons bien entendu de façon tout à fait humaine, mais ce sont des volontés politiques obligatoires à mettre en œuvre à l'heure actuelle. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Marine Le Pen a dit qu'elle comptait sur les Français musulmans pour combattre les fondamentalistes musulmans. Comment compte-t-elle organiser cette collaboration ? Quel résultat attend-elle de ce type de proposition ? Comment est-ce qu'il faut interpréter la chose ? Écoutez, monsieur, quand il y a eu cette tuerie dans cette école juive il y a quelques jours, Marine Le Pen a eu des réactions dans les heures qui ont suivi, et ces réactions ont été saluées par les dirigeants de la communauté juive, premièrement, notamment M. Prasquier. Pourtant, il faisait un peu profession de ne pas nous aimer. Alors, ça, c'est pour la communauté juive. En ce qui concerne la communauté musulmane, elle a dit et redit, notamment hier et encore, qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre ces terroristes et les musulmans. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont la nationalité française et qui sont de religion musulmane sur notre territoire. Nous voulons intégrer et assimiler ceux qui ne sont pas encore. Et nous devons donc leur proposer, par exemple, alors quelle forme pratique, est-ce que ça doit prendre ? Personnellement, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que Marine Le Pen a la réponse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a la volonté politique de dire aux dirigeants des communautés musulmanes, des Français de religion musulmane, vous devez, avec toutes les autres Français, sans distinction de race, de couleur de peau ou de religion, vous devez, avec tout le monde, combattre ce fondamentalisme musulman et ce radicalisme musulman qui est extrêmement dangereux. Et Romain Masneau, RCF. Alors, dans son programme, Marine Le Pen promet d'interdire tout port de signes religieux dans l'espace public, dans tous les espaces publics, dans les transports publics. Alors comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez envoyer massivement des patrouilles de police dans le métro, dans les bus ? Concrètement, comment ça peut se faire ? Écoutez, M. Sarkozy a fait voter cette loi sur la burqa. Son application n'a pas eu l'air de poser de problème. Là, c'est tout signe religieux, c'est pas la burqa qui est signalée. Oui, il faudrait reprendre exactement la phrase du programme. Tout signe religieux, mais évidemment, ça sera appliqué avec discernement, justice, c'est absolument évident. C'est surtout tout signe religieux provoquant. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur ce point, les chrétiens avaient plutôt, me semble-t-il, globalement bien accueilli la version de la laïcité de type Sarkozy, laïcité positive, et vous semblez revenir à un modèle de laïcité extrêmement dur qui ferait qu'en ne reconnaissant aucune communauté, finalement, les communautés chrétiennes se verraient dénier le droit d'exister. La République française ne reconnaît aucune communauté, monsieur. On utilise beaucoup ce mot de communauté, mais nous voudrions que ça soit installé dans la Constitution. Vous savez, là aussi, je ne veux pas être trop long, mais moi, je suis en 1950, mais j'ai été nourri au lait de ce qui s'est passé en 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Ça a été un drame terrible en France. Mais finalement, il faut beaucoup observer cette période, beaucoup apprendre, beaucoup regarder, sans faire d'anachronisme, essayant de rester le plus objectif possible. Et cette laïcité à la française, c'est ce qui nous a sauvés. Puis c'est l'application de la parole du Christ, finalement. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu c'est ce qui est à Dieu. C'est presque en France, je vais peut-être mécontenter beaucoup de personnes, mais finalement, la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, en France, toutes causes confondues, et en 2012, on peut peut-être dire que c'est la meilleure application de cette parole du Christ. C'est cette application-là qui peut nous permettre de résister aux problèmes politiques avec un grand P que pose à l'heure actuelle en France la présence d'un grand nombre de musulmans et la question de l'islam. Donc les religions ne sont pas une chance, c'est plutôt un obstacle. Tout dire ça, les religions peuvent poser dans un pays un problème politique. La religion catholique a posé aux gouvernants de la fin du 19e et du début du 20e un très grave problème politique. À tort ou à raison, ils ont tenté de le résoudre. Aujourd'hui, nous sommes face à une religion, monsieur, l'islam, qui confond ce qu'a fait longtemps la religion catholique, la religion chrétienne. Vous connaissez toute la querelle du glaive et du goupillon, le spirituel et le temporel, nous connaissons ça par cœur. Nous sommes en face d'une religion qui confond, mais ce n'est pas une critique de ma part, ils font ce qu'ils veulent, mais qui confond le pouvoir civil et la loi civile et la loi religieuse. Ça nous pose donc en 2012 en France des problèmes politiques très importants et nous devons les résoudre
bien entendu humainement, sans du tout empêcher les fidèles de la religion musulmane d'exercer leur culte, mais par l'application, nous le pensons, des stricts principes de la loi de la laïcité à la française. Voilà. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir permis de m'exprimer à peu près clairement sur ce point-là. C'est le but de notre émission qui provoque aussi un certain nombre de frustrations, puisque nous aurions bien entendu d'autres questions à poser, soit à vous, Valéran de Saint-Just, soit naturellement à Marine Le Pen. Mais je vous propose de conclure, puisque le temps est imparti. Vous pourrez revoir cette émission sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et naturellement de KTO. Ne quittez pas cette émission, puisque nous avons exceptionnellement, en raison de la campagne présidentielle, un autre invité qui va succéder à Valéran de Saint-Just. Il s'agit de Sergio Coronado, qui représentera Eva Joly. A tout de suite, donc.